Hervé Marseille pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez des paroles. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, et oui, c'est la troisième fois depuis un an que nous assistons, nous avons cet exercice de la déclaration de politique générale. Et pour nous, sénateurs, c'est même la sixième fois, puisque nous avons double ration, nous avons lecture le mardi et explication le mercredi, au cas où on n'aurait pas compris. Je pense que nos concitoyens voudraient bien nous voir faire autre chose et sont lassés de toutes ces palinodies politiques. On peut les comprendre. Vous l'avez souligné, Monsieur le Premier ministre, la censure du précédent gouvernement, pour ne parler que d'elle, a affaibli notre pays. Il est faux de dire qu'elle a été sans conséquence. On le voit par exemple s'agissant du Mercosur que les autorités européennes cherchent à entériner en profitant de la situation de la France. On le voit aussi pour les agriculteurs, pour les mesures fiscales et pour bien d'autres domaines. Espérons donc que cette fois, comme vous le souhaitez ardemment, nous saurons trouver les conditions d'un retour à une forme de stabilité institutionnelle. Nous en avons le plus grand besoin. Ce qui ne sera pas une mince affaire, car depuis les élections législatives de juin dernier, qui ont accouché d'une Assemblée nationale divisée en 3 blocs inconciliables, la France apparaît bloquée comme elle ne l'a jamais été sous la Ve République. Le gouvernement de Michel Barnier s'est heurté de plein fouet à cette malheureuse réalité et je veux ici, à mon tour, saluer son engagement. Monsieur le Premier ministre, c'est à vous qu'incombe maintenant la responsabilité d'accomplir cette mission, avec une pression extrême, car cette fois, il ne s'agit plus d'essayer, nous devons réussir. Autrement dit, nous avons aujourd'hui une obligation de résultat vis-à-vis du pays et non seulement de moyens. En effet, comment les Français nous jugeront-ils, nous parlementaires, si nous nous avérons indéfiniment incapables de trouver des solutions? C'est la démocratie représentative elle-même qui est en jeu. S'il y a impossibilité à trouver des compromis, nous nous installerons dans l'instabilité et nous n'échapperons pas à une nouvelle dissolution. Les Français devront être à nouveau sollicités. Alors notre responsabilité ne sera plus celle des forces de droite, du centre ou de la gauche. Elle sera collectivement celle des parlementaires qui auront échoué. Les électeurs, je pense, seront alors très sévères. Sur ce constat, le président du groupe Union centriste ne peut que saluer l'arrivée d'un Premier ministre centriste à Matignon. Mais oui, certains membres éminents de notre groupe, bien connus, Valérie Létard, Françoise Gatel, ici présents, font partie de votre gouvernement. D'autres sénateurs, ici présents, évidemment, et nombreux, appartiennent également à votre gouvernement et nous nous en réjouissons car ça n'a pas toujours été le cas. Nous avons la conviction que vous avez les qualités et l'expérience requises pour réussir cet exercice difficile. Votre gouvernement, comme celui de Michel Barnier avant vous, s'appuie sur un socle parlementaire qui, sans disposer d'une majorité absolue, rassemble la plus vaste coalition à l'Assemblée nationale. Je ne vois dès lors que 2 conditions à la réussite de votre action. La première est la mise en place d'une véritable coordination au sein de ce socle parlementaire qui doit être piloté. Nous devons dialoguer. C'est sans doute ce qui a manqué, une meilleure coordination des groupes politiques, un dialogue de proximité. Le sens du collectif est important dans l'action de soutien au gouvernement. Car il faut savoir ce que nous sommes prêts à faire collectivement, à accepter, ce que nous voulons, comment nous y parvenons, avant même de discuter avec d'autres partenaires politiques. Monsieur le Premier ministre, votre implication dans l'animation politique du socle parlementaire sera déterminante. La seconde condition à la réussite de l'action que nous essayons de mener, c'est l'ouverture du dialogue avec la gauche républicaine. Et oui, si nous ne voulons plus dépendre du Rassemblement national, et j'ai compris qu'il y avait unanimité, c'est avec les groupes de gauche qu'il nous faut dialoguer pour trouver des compromis. Mais ce qui est vrai pour nous l'est également pour la gauche. L'équation est symétrique. La censure du gouvernement Barnier
n'a abouti que parce que le Rassemblement national a voté une motion de censure avec l'ensemble du nouveau Front populaire. Or, l'autre conviction qui m'anime est que dans l'intérêt du pays, nous pouvons trouver des compromis avec la gauche républicaine. D'abord, dans l'ordre des priorités, pour donner à notre pays un budget. La roue de secours qu'est la loi spéciale n'aura qu'un temps. Il nous faut indexer le barème de l'impôt sur le revenu, prolonger le bénéfice de certains avantages fiscaux, permettre l'investissement des collectivités locales, traduire nos engagements pluriannuels en matière de recherche, de justice ou de défense, reconstruire Mayotte et plus largement aider les Outre-mer. Et puis, il nous faut bien sûr réduire les déficits. Nous ne pouvons plus faire comme s'ils n'existaient pas. Comme vous l'avez souligné, Monsieur le Premier ministre, c'est une question de soutenabilité des politiques publiques et de respect vis-à-vis des générations futures. En un mot, l'intérêt supérieur du pays nécessite l'adoption d'un budget. Ensuite, nous pouvons nous entendre parce qu'avec 10 millions de nos compatriotes en situation de précarité, la question sociale doit être au cœur de nos préoccupations. Depuis le « quoi qu'il en coûte » de la période Covid, nous avons multiplié les mesures sociales. Mais une juxtaposition de mesures sociales ne fait pas une politique sociale. Il nous faut donc une vision globale destinée à soutenir le niveau de vie des Français les moins favorisés, en commençant par le logement qui représente en moyenne le tiers du budget des ménages. Pour ceux qui ont un logement, car par ailleurs, alors que la demande ne cesse de croître, l'offre demeure grippée. Chacun dans cet hémicycle aura à cœur d'accompagner la ministre du Logement dans la mise en œuvre des moyens et des solutions innovantes. Il nous faut de toute urgence répondre au malaise aussi des agriculteurs. Cela a été dit par les orateurs précédents. La loi d'orientation dont le Parlement achèvera bientôt l'examen intervient sur un certain nombre de problématiques agricoles bien identifiées comme la transmission des exploitations. Mais le problème de fond, c'est le partage de la valeur ajoutée. Songeons un peu que sur 100 € de dépenses alimentaires, moins de 7 seulement vont aux producteurs. Les lois Egalim ont bien tenté de rééquilibrer les choses, mais il faudra rapidement les prolonger. Car en l'état, les agriculteurs demeurent la catégorie socio-professionnelle la plus souvent sous le seuil de pauvreté. Et nombre d'agriculteurs retraités ne touchent même pas le minimum vieillesse. Une proposition de loi récemment adoptée par le Sénat améliorerait leur situation, faisons-la prospérer rapidement. À cette réalité inacceptable viennent se cumuler les contraintes de la transition environnementale. Pour les agriculteurs, c'est insupportable et il nous faut intervenir à la fois pour un meilleur revenu et pour aider le monde agricole à se transformer de manière réaliste et raisonnable. Je ferai allusion aussi au problème du ZAN qui a été évoqué précédemment et dont il y a urgence à modifier le texte. C'est ce que vont s'employer mes collègues Jean-Baptiste Blanc et Guylain Cambier. Toujours au chapitre social, la santé est une autre grande préoccupation de nos concitoyens. Voilà 20 ans que l'on voit grandir les déserts médicaux et malgré les mesures prises jusqu'ici, ils ne se résorbent pas. Deux autres chocs nous attendent de nature démographique, la dépendance et la baisse de la natalité. Ils sont majeurs et vont structurer notre société. Prenons-en rapidement l'urgence et amenons ces dossiers coûteux à des aboutissements importants et rapides. S'agissant des retraites, sujet permanent de crispation et de clivage dont il a été beaucoup question dans les interventions précédentes, vous avez, Monsieur le Premier ministre, ouvert le chantier. Faisons confiance aux partenaires sociaux pour faire des propositions constructives. Pénibilité, carrière longue, emploi des seniors constituent notamment des sujets insuffisamment explorés et qui mériteraient de compléter la réforme adoptée. Et s'il n'y a plus de tabou, il faudra tôt ou tard reparler du temps de travail, car c'est la variable clé, tant pour les retraites que pour tout le reste. Nous travaillons trop peu en France, à tout le moins singulièrement moins que dans les autres pays de l'OCDE. On ne peut pas attendre des miracles en matière de croissance dans ces conditions. Cette question du temps de travail peut être liée à une autre problématique clé dont vous avez parlé, celle de la simplification. Oui, notre pays souffre d'un excès de normes et de bureaucratie. Cela fait des décennies que nous dénonçons sans résultat notable. Jusqu'à Notre-Dame, la loi de simplification a conduit au succès que l'on connaît. Suivant cet exemple, voilà que nous sommes invités à voter une nouvelle loi de simplification pour reconstruire Mayotte. Pourquoi ne pas le faire pour le pays entier, ce qui a fonctionné pour Notre-Dame ou les Jeux Olympiques ? Tout parlementaire, quelle que soit son appartenance politique, pourra se retrouver dans cet objectif. Sur les questions institutionnelles également, nous pouvons avancer.
Avancer sur le mode de scrutin, comme vous l'avez proposé, sur le cumul des mandats, sur le financement des campagnes électorales ou en renforçant le statut de l'élu local. Le Sénat a récemment voté une proposition de loi en ce sens qu'il faut au plus vite faire prospérer à l'Assemblée nationale. Il nous faut également relancer le processus de décentralisation en allant vers plus de différenciation dans les territoires, ainsi que relancer le processus institutionnel en Corse et en Calédonie. Pour conclure, je dirais que la dynamique de dépassement responsable des clivages politiques, que j'appelle avec mes collègues de mes vœux, va nécessiter de toutes parts des concessions et des compromis. Pour autant, il va falloir cesser de penser que progresser, c'est dépenser toujours plus d'argent et augmenter les impôts. Il nous faudra rechercher l'efficacité des politiques publiques. Pendant que nous censurons, que nous nous disputons à Paris, les taux d'intérêt de la dette montent, les défaillances d'entreprises se multiplient, les entreprises appuient sur la pédale des freins et les embauches sont gelées. Nous devons agir pour rétablir la confiance économique ou bien nous irons au-devant d'une grasse crise et nous verrons le retour du chômage de masse. La situation internationale nous oblige également. L'administration Trump va s'installer dans quelques jours aux États-Unis. La Chine est plus conquérante que jamais et la Russie n'a aucunement renoncé à ses ambitions. Face à ces géants, l'Europe est malade et a impérativement besoin d'un sursaut. Alors, ne perdons plus de temps, Monsieur le Premier ministre, vous avez compris que le groupe Union centriste soutiendra l'action de votre gouvernement. Je vous remercie. Merci. Merci. La parole est au président François